Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le deuxième épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity. Dans cet épisode, nous verrons ensemble la création des pièces et comment nous allons les récolter. Nous créerons aussi des obstacles tels que le poulet et le fantôme. Pour commencer, on va créer les pièces. Alors pour ça, je vous ai mis à jour le fichier des images dans le Dropbox, le lien est dans la description. Donc on va tout simplement glisser les images, ces trois nouvelles images, donc les pièces, les fantômes et les poulets. Donc on va commencer par créer les items de pièces. Hop, on crée un nouvel élément 2D qu'on appelle coin au singulier. On peut l'appeler n'importe comment, hein, mais le mieux c'est que ce soit le plus explicite possible. Ensuite on va sur l'image et on dit que c'est une image multiple. On avait déjà vu ça pour créer la plateforme au premier épisode. Là on va faire la même chose pour les pièces. Donc on va sélectionner la pièce ainsi, on va zoomer et on va bien prendre la pièce pixel bord à bord. Je pense qu'on est bon là. Voilà. On applique et on a notre image de créer. Alors ce qui est bien avec cette image, c'est que c'est une animation. On verra ça certainement dans le prochain épisode pour faire les animations. Mais pour l'instant, on va se contenter d'avoir la première image. Ensuite, on retourne sur notre élément coins et on lui glisse l'image dans le sprite renderer. Alors là, on la voit pas, elle est derrière notre personnage, mais on va la déplacer et voilà, on l'a bien ici. Alors on va la réduire un petit peu, on va la mettre à une échelle de 0,8, je pense que c'est pas mal. Voilà, pour pas que ce soit trop gros, parce que ça fait quand même la taille de notre personnage. On va voir même si 0,7 c'est pas plus mal. C'est bien, 0,7 j'aime bien. Donc on va laisser à 0,7 et voilà, on a notre pièce. Maintenant ce qu'on veut faire, c'est que notre joueur puisse interagir avec cette pièce et la récolter. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est lui ajouter un Circle Collider 2D. Le Circle Collider 2D, c'est comme le Box Collider qu'on avait vu. Donc notre personnage en contient un, cet élément-là. Ça fait un carré autour du personnage. Et notre plateforme en contient un aussi. Ça fait un carré. Le Circle Collider, c'est la même chose, mais en cercle. Ça permet d'être plus précis sur la collision. C'est-à-dire que si on avait eu un carré, notre personnage aurait pu récolter la pièce dans cet angle-là. Sauf que c'est pas exactement sur l'image de la pièce et donc on aurait pu considérer ça comme un bug. Le fait d'avoir un cercle bien défini permet d'être plus précis dans la collision. Donc notre Circle Collider, on le met en isTrigger. Ça c'est pour éviter qu'il bloque le déplacement du personnage et qu'il puisse aussi interagir pour le récolter. On va créer un nouveau script. Donc on clique sur New Script et on va l'appeler Coins Behavior sans avoir beaucoup d'imagination. Behavior. On crée. On appuie sur le petit engrenage. On va faire Edit Script et on va l'ouvrir. Alors première chose qu'on peut faire, c'est déjà lui donner une valeur à cette pièce. Donc on va en public. On lui donne un entier, donc int pour integer. Et on dit qu'il prend la valeur. Alors déjà on va le nommer, donc on va l'appeler value. On va dire qu'il est égal à 1 par défaut. Plus tard on pourra voir aussi du coup, pour améliorer des pièces, faire des pièces bleues par exemple qui vaudront 5 et faire des pièces grises qui vaudront 10 par exemple. Ensuite on va créer une fonction qui s'appelle onTrigger enter 2D. Un trigger enter 2D sera activé lorsque le personnage rentrera en collision trigger avec la pièce. Vous savez, trigger, c'est la petite case qu'on a cochée. On lui rentre un collider 2D, qu'on va appeler call, et qui sera donc notre personnage. Alors c'est pas obligé que ce soit notre personnage qui rentre en collision avec cette pièce, et on imagine peut-être un monstre rentrer en collision avec notre pièce, sauf qu'on veut pas que notre monstre récolte la pièce. Donc il faut déterminer et dire que si je rentre en collision, si quelque chose rentre en collision avec ma pièce, je veux qu'elle soit récoltée que par le joueur. Donc on va
déterminer qui peut rentrer en collision avec notre pièce. Donc pour cela, on va faire call.GameObject .compartTag et on va lui mettre le tag player. Et donc il y aura uniquement les objets qui auront le tag player qui pourront exécuter la suite de notre script. Et évidemment, le seul objet qui aura le tag player sera notre personnage. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dès que le personnage rentre en collision avec notre pièce sera détruite. Et ça s'écrit comme ça. Destroy, entre parenthèses, notre objet, donc la pièce, GameObject. Hop, et on n'oublie pas le point virgule. Donc là, on peut directement tester. On va déjà mettre le tag player à notre personnage, parce que pour l'instant, il n'a pas de tag. Et le tag player est déjà créé. Donc on l'ajoute. Maintenant, lorsqu'on lance le jeu, ça va aller vite. Notre personnage va détruire la pièce lorsqu'il va passer dessus. Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est rajouter un petit compteur en haut à gauche de l'écran pour indiquer le nombre de pièces qu'on a récoltées. Donc pour ça, on va créer ce qu'on appelle un UI. UI, c'est une interface, si vous voulez. Pour préparer notre interface, on va créer un canvas qui va en fait simuler l'écran. Et dans ce canvas, on va créer un nouvel UI élément qui sera du texte. Donc, c'est où? Texte, le premier. Le texte, on va l'appeler coins. Coins text. Voilà. Et à l'intérieur, on peut écrire ce qu'on veut. Donc, on va écrire coins 2 points. Ça va être notre indicateur. Alors, il est ici, au milieu de l'écran. Ce qu'on va faire, première chose, c'est cliquer sur la petite case, la best fit, qui permet de prendre la taille la plus adaptée à notre case. Ça veut dire que si on agrandit notre case, elle prendra la meilleure taille qui soit. Ensuite, on va cocher la case bold pour que ça soit en gras et qu'on puisse mieux voir le texte. Et enfin, on va la positionner en haut à droite. Alors, la petite étoile, la petite croix que vous voyez au milieu de l'écran, en fait, ça va être l'encre, c'est-à-dire le point de repère de notre élément. Hop, j'ai déplacé le rond et c'est pas bon. Donc ça veut dire que lorsqu'on va changer de taille d'écran, là je suis en 1024 par 600, si je change d'écran et que je me mets par exemple on va faire une taille un peu dégueulasse. On va prendre l'iPhone. Voilà. Donc la taille est complètement différente, mais notre texte là reste au milieu. On va reprendre notre taille origine. Maintenant, si je le mets en haut à droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il va dire à mon encre, il va regarder la distance que j'ai par rapport à mon encre, c'est-à-dire par rapport au centre de l'écran. Et maintenant, si je passe sur l'iPhone, eh bien, on voit plus mon texte, parce qu'il va garder la distance par rapport au centre de l'écran. Et en fait, mon texte, il est là. Et moi, ce que je veux sur iPhone, c'est que le texte ne soit pas là, mais il soit toujours en haut à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser l'encre au milieu de l'écran, mais on peut sélectionner une encre, par exemple, dans le coin de l'écran. Pour ça, on clique sur la petite image ici, cette espèce de cible en carré, qui en fait détermine les encres. Et je prends celle dans le coin en haut à gauche. Maintenant, notre petite croix, on la voit, elle est ici. Ensuite, je vois en haut à gauche, bon, c'est un peu trop collé par rapport à mon écran, donc je veux le décaler un petit peu. Et on va le décaler comme ça, c'est pas mal. On s'en fiche un peu. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit texte. Maintenant, ce que je veux faire, c'est rajouter le texte qui contiendra le montant des coins récoltés. Donc pareil, on va ajouter un texte. Donc lui, il est pareil, il est au milieu. Donc on va lui changer son encre directement. On va lui mettre en haut à droite. Et on va faire les mêmes réglages, tout simplement. On va lui mettre en best fit. On va lui mettre en bold.
et on va essayer de faire en sorte qu'ils prennent exactement la même taille que notre coins à côté. Voilà, on va le coller. Voilà, et il prendra 0 parce que pour l'instant on a 0 pièces. Mais imaginons qu'on en a 1000, qu'on a 10 000, etc. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait autant de pièces, mais voilà. Donc on en a 0 pour l'instant. Alors ce qu'on voudrait maintenant, c'est faire en sorte que lorsque mon joueur récolte la pièce, le montant de pièce augmente. Et il augmentera donc de la valeur de la pièce. Alors on retourne sur notre script. Et ce qu'on va faire, c'est récupérer déjà l'élément d'interface qu'on a créé. Donc pour ça, on va pas s'embêter. On va créer un public game object qu'on va appeler UI. On va pas faire ça. On va le mettre en private. On va aller le récupérer à chaque fois. Pourquoi? Parce que la pièce, il n'y en aura pas qu'une. Il y en aura des centaines, on imagine. Et on ne veut pas à chaque fois réattribuer mon élément à la pièce. Donc ce que va faire la pièce, c'est que lorsqu'elle sera instanciée, on va lui dire que notre UI, c'est le game object point, et tu vas me trouver le game object qui correspond by tag, je crois. Find game object by tag qui correspond au tag, et on va inventer un nouveau tag qui s'appellera coin amount. Alors c'est pas by tag mais with tag, je viens de me souvenir. Voilà. Find game object with tag et coin amount. On enregistre. Et là ce qu'on veut faire, c'est que dès que mon personnage interagit avec la pièce, il la détruit, et mon coin amount, donc mon élément d'interface, il augmente de 1. Donc pour ça, on va déjà enregistrer la valeur de notre élément d'interface. Qu'est-ce qu'il affiche? Pour l'instant, il affiche 0, donc j'aurais très bien pu dire 0 plus 1. Sauf que plus tard, il augmentera au fur et à mesure de la partie, donc il sera égal à 1, à 2, à 3, etc. Donc on va l'appeler coinUI, et c'est un entier. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à notre UI.getComponent. Et là, on lui donne notre component, et c'est un texte. Oula, c'est écrit bizarrement. Texte. Et je récupère le texte à l'intérieur du texte. Alors c'est un peu compliqué, mais on va voir tout de suite ce que c'est. Ce que ça fait, c'est que notre pièce va aller rechercher dans les éléments notre texte, qui aura comme tag qu'on va directement rajouter, comme ça on l'oubliera pas. Coin amount. Hop là. Donc ça va aller ici. Il va chercher coin amount. Il va regarder le composant texte. Donc c'est ce composant là. Et il va regarder toutes les variables qu'il peut toucher. Et donc par exemple il a le font, le style, etc. Mais il a aussi le texte. Et c'est ce que ça fait. Ça va récupérer le texte. Sauf que le texte, ce n'est pas un entier. Dans le texte, je peux écrire un mot. Je peux écrire des lettres. Je peux écrire, c'est un string, ça s'appelle. Une chaîne de caractères. Et sauf que moi, ce que je veux enregistrer, moi, c'est un entier, un nombre. Donc pour ça, il va falloir faire ce qu'on appelle un parse. Donc notre élément ici, on va le parser. On va faire parse au tout début, point. Int, entre parenthèses, texte. Donc ça va récupérer l'élément, et ça va récupérer le texte de notre élément, et ça va le mettre en nombre. Et on va du coup lui rajouter notre value, notre valeur. Et maintenant, ce que je peux faire, je dis mon UI point getComponent text machin. C'est égal à coinUI. Sauf que là, on est sur un nombre et il n'aime pas les nombres. Lui, il prend que des strings, donc que des chaînes de caractères. Donc ce qu'on peut faire, c'est plus rien du tout. Et ça permet de lui dire ce que je te file, c'est une chaîne de caractères, t'inquiète pas.
Alors je me suis trompé, c'est int.parse qu'il faut faire. Et ce qu'on veut, c'est le texte avec un T minuscule, sinon il ne va pas le retrouver. Là, il nous manque un petit quelque chose, c'est qu'il ne me trouve pas l'objet texte. En effet, ce composant texte, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui est uniquement dans ce qu'on appelle les éléments UI, donc les éléments d'interface. Et donc, ce qu'il me demande pour reconnaître cet élément, c'est de lui attribuer un using Unity Engine.ui. Et là maintenant, lorsque je teste, on va avoir notre coins qui est arrivé à 1. Alors ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à rajouter des coins. Hop, V. On va sur la scène, on rezoome bien. Voilà. On fait des copier-coller. Voilà, on en met 3-4. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que nos pièces sont récoltables et on a bien 4 coins. Alors voilà, c'est super, notre personnage peut récolter des pièces, mais lorsqu'il meurt, eh bien, notre compteur redémarre à 0. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir sauvegarder quelque part nos pièces pour nous dire plus tard, si on veut créer un espèce de marché où on peut acheter des upgrades ou des skins, etc., il faut que ce soit stocké quelque part après la mort de notre personnage, imaginons. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle un player pref. Les player pref sont en fait des variables qui seront stockées par rapport à notre joueur. Pour ça, on va dans notre élément UI, qu'on a appelé text, mais qu'on va tout de suite renommer, on va l'appeler coinAmount. Voilà. Et on va lui ajouter un script encore. Donc new script, on va appeler coinAmount, parce que j'aime beaucoup ce nom, apparemment. coinAmount. Et quand je vais dans le script, edit script, ce que je vais faire dans ce script, c'est que lors de la mort du personnage, j'enregistre le montant de mes coins dans la variable player. Donc pour ça, comme on n'a pas encore simulé le game over, on va dire que c'est quand on appuie sur une touche, on va faire input.getKeyDown. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait pour la barre espace pour pouvoir sauter dans le premier épisode. Et lorsqu'on appuie sur A, on va faire un petit debug.log. Et on va écrire un texte trésor sauvegardé. Et ce que ça fait, debug.log, c'est que dans notre console, on va avoir un texte qui va s'afficher lorsqu'on va appuyer sur la touche A. Donc là, ça va écrire trésor sauvegardé. Bon, pour l'instant, on n'a pas de quoi sauvegarder notre trésor. Pour ça, on va faire player pref.setInt et on va l'appeler coinsAmount. Donc ça, c'est le nom de notre variable joueur, player. Et on lui dit, voilà, tu vas me mettre dans cette variable le montant que j'ai dans mon interface. Donc, on va faire in.parse GameObject.getComponent. On lui dit, je veux un texte. Et voilà. Et tu vas me mettre, du coup, la valeur du texte que j'ai dans mon interface. Là, je dois rajouter un using Unity Engine UI. .UI, pardon. Hop. Et maintenant, dès que je vais appuyer sur A, la valeur sera sauvegardée dans une variable player. Ce qu'on va faire, c'est qu'au début de la partie, on va récupérer cette variable pour instancier notre interface. Donc, on fait GameObject.getComponent, pareil. En fait, on va tout simplement récupérer tout ça. Hop, GameObject.getComponent.text. On va faire un copier-coller, ça va être plus rapide. Et ça, ce sera égal à notre valeur
notre valeur player pref qui s'appelle coinTheMount. Alors là par contre, ce n'est plus setInt mais getInt, qui veut dire récupérer un entier, plus et un caractère, mais on va rien lui mettre. Et ça, il va lui dire, t'inquiète pas, c'est une chaîne de caractères que je te renvoie. Et maintenant, quand on sauvegarde et qu'on lance, on a oublié un point virgule. Alors, où est-ce qu'on a oublié le point virgule? Ici. Et maintenant, on va lancer. On va récolter nos coins, on va appuyer sur A. On a bien trésor sauvegardé ici qui s'affiche. Et quand on va relancer le jeu, on aura un 4 qui va s'afficher ici. On lance pour tester. Et on a bien un 4. Voilà. Et donc maintenant on a 8 coins. Alors si j'appuie pas sur A et que je relance une partie, je vais rester à 4 parce que ça n'aura pas sauvegardé mes jetons, mes pièces. Mais on a déjà une mécanique de base, c'est-à-dire que dès qu'on va implémenter la mort de notre héros, on va pouvoir sauvegarder les pièces, et les pièces comme ça s'augmenteront au fur et à mesure des parties. Ça c'était pour la partie des pièces. Maintenant on va ajouter des obstacles. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est ajouter une nouvelle plateforme. Hop, on a une nouvelle plateforme, on va pouvoir faire un petit trou comme ça, c'est pas mal, où le personnage pourra tomber dedans. Déjà, premier obstacle. Dessous, on mettra une box de collision, et quand le joueur rentrera dans cette box de collision, on déclenchera la mort. Deuxième obstacle qu'on va pouvoir créer, c'est un petit poulet qui sera ici, par exemple, et qui, lorsque le personnage rencontrera le poulet, le ralentira. Donc on va créer un élément 2D, qu'on va appeler chicken, et on va aller chercher dans nos images un chicken. Hop, on lui met là-dedans. Alors il est un peu gros notre chicken, donc on va quand même le réduire pas mal. On va lui mettre à 0,5. Ce sera déjà suffisant. Et même 0,5 c'est peut-être un peu gros. On va mettre à 0,4. Ce qu'on va lui faire maintenant, c'est une box de collision. Mais comme notre poulet est un peu rond, on va lui mettre une box de collision en cercle. Alors le cercle, là vous voyez, il dépasse de partout. On va quand même l'éditer un minimum. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc quand notre joueur rentrera en collision avec le poulet, il sera ralenti. Alors pourquoi ralenti? En fait, derrière il y aura un monstre, vous avez vu au début de la vidéo, et dès qu'il touchera un obstacle, le monstre va se rapprocher du joueur. Et s'il touche 2 fois un obstacle, eh bien le monstre va tuer le joueur. Le poulet maintenant, on l'ajuste et on le met sur le sol. Alors là, il passe derrière notre plateforme, ça c'est dû à sa position en Z. On va la mettre à -1. Et là il est carrément sur le sol, donc ça c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est rajouter un nouveau tag, qu'on va appeler obstacle. Et tous les obstacles qu'on va créer auront ce tag. Ce tag, comment il va être interprété? Ben ça va être interprété par le joueur. Donc on va aller dans son script, et on va aller modifier son script. Donc ça c'est ce qu'on avait à la fin du premier épisode. Maintenant ce que je veux faire, c'est que quand il rentre en collision avec mon poulet, ou un obstacle en général, eh bien il soit ralenti. Alors j'ai oublié de préciser un dernier petit truc, c'est que notre poulet, il aura une box de collision trigger. Et maintenant on va pouvoir ajouter la fonction qu'on a utilisée tout à l'heure pour les pièces, onTriggerHunter 2D. On va lui mettre en paramètre un collider 2D qu'on va appeler call. Et à l'intérieur, on dit si la collision se fait avec un GameObject qui a le tag chicken, pas chicken du coup, obstacle, eh bien on va rentrer dans ce script et on va lui dire tu vas ralentir. Alors comment ça se fait tu vas ralentir? Moi ce que j'aimerais faire, c'est que notre personnage soit ralenti pendant
allez, une demi-seconde, et qu'après cette demi-seconde, ils repartent. Donc, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle une coroutine. La coroutine, ça permet de créer une fonction, ça permet d'appeler une fonction qui peut se mettre en pause. Donc, pour appeler cette fonction, on va écrire start coroutine, entre parenthèses, le nom de notre coroutine. Donc, notre coroutine, elle va s'appeler obstacle find. J'ai trouvé un obstacle. On va appeler cette fonction qui s'appelait obstacle find et qui aura un type enumerate. Enumerate, le nom obstacle find qui prend rien en paramètre. À l'intérieur, on va faire un yield avec un y minuscule, yield return new wait for second, et on va dire combien de temps il va attendre. Donc moi j'ai envie d'attendre, allez, un dixième de seconde avant que notre personnage ralentisse. Alors j'ai écrit return par contre. Hop. Return. N'oublie pas le point virgule. Et ensuite on dit notre personnage va ralentir. On pourrait très bien dire à notre personnage, voilà, tu as une vélocité de 0, et après je te rajoute une nouvelle vélocité. Sauf que ça, en fait, on le fait souvent. Si on regarde, on attribue une vélocité ici, et on va lui faire des vélocités ici. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle fonction, plutôt, qui va se charger de ça. On va l'appeler setVelocity. On va lui passer un float qu'on va appeler xVelocity, et un autre float qui va s'appeler yVelocity. Et à l'intérieur, ce que ça va faire, c'est que ça va dire notre personnage, tu prends plus rien en vélocité, donc tu n'as plus de mouvement, et moi, je te crée à nouveau du mouvement. Et on va lui mettre du coup en paramètre un mouvement en X et un mouvement en Y. Alors on va juste enlever ça du coup, un petit moment. setVelocity, on va pouvoir le mettre. Alors pas pour jump, parce que jump en fait, ce qu'il fait, c'est il rajoute un mouvement de saut, mais à partir d'un mouvement déjà présent. C'est-à-dire que notre personnage, il se déplace vers la droite déjà. Et ce que le jump va faire, c'est lui rajouter une impulsion vers le haut. Or, dans Start, on va pouvoir le remplacer. Pourquoi ? Parce que notre personnage, au début, il n'a aucune vélocité. Il est statique, si on veut. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir appeler cette fonction. Parce que cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend notre personnage statique, et ensuite, elle lui rajoute du mouvement. Donc, on va l'appeler ainsi, setVelocity. Et on va lui rajouter une vitesse en X. Et aucune vitesse en Y. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est tester. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai oublié un point virgule. Hop, évidemment, ça arrive tout le temps. J'ai une nouvelle erreur. C'est enumerate, il ne le trouve pas parce que c'est enumerator. Je me suis trompé aussi. Là, maintenant, c'est bon. Donc notre personnage va se déplacer comme il le faisait avant. Il n'y a aucun souci. Maintenant, quand il va rencontrer le poulet, ce qu'on va faire, c'est un setVelocity et tu vas me diminuer la vitesse par 2. Donc, on récupère la vitesse. Tu me fais vitesse divisé par 2, virgule, et tu vas rien me mettre en hauteur. Ensuite, on refait un yield return, cette fois-ci de 0,5 secondes. Donc on refait setVelocity. Cette fois-ci, au lieu de faire vitesse divisé par 2, on met juste vitesse. Quand notre personnage va rencontrer le poulet, il sera ralenti, on l'a vu. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un nouveau type d'obstacle qu'on va appeler Phantom. Donc pareil, on fait un 2D object, on l'appelle Ghost, et on va lui rajouter une image, l'image de fantôme. Alors pareil, là il est un peu grand, donc on va le réduire à 0,5, c'est pas mal, non ?
Ça m'a l'air bien 0,5. Un fantôme. Et on va, du coup, le fantôme, lui, il flotte dans les airs. On va le mettre un peu plus par là. Ça obligera, du coup, notre héros à ne pas sauter et à rester sur le sol. Ce qu'on va lui faire, pareil, on va lui faire un Circle Collider. Comme ça, c'est pas mal. Et on va... je suis en train de me dire, est-ce que je fais un Circle Collider ou pas? On va le faire, mais on va le réduire un petit peu. Surtout en bas, en fait. Voilà. Voilà, là, c'est pas mal. Et maintenant, notre fantôme, j'ai envie qu'il soit détecté comme un obstacle. Et donc, que quand mon personnage rencontre l'obstacle, il réduit sa vitesse par 2. Et pour ça, j'ai juste à changer mon tag. Et maintenant, j'ai un nouvel obstacle. Donc là, je réduis avec le poulet. Ah, oui, j'ai oublié un truc, c'est de le mettre en trigger ici. Voilà, on l'a vu, ça m'a bloqué complètement la collision. Donc là, je suis réduit. Et là, pareil, je suis réduit. Et on va pouvoir en créer des dizaines et des dizaines d'obstacles différents, comme ceci, juste en mettant un obstacle. Voilà, alors déjà, avec ces quelques éléments rajoutés, on va pouvoir commencer à créer des niveaux avec des petites pièces qu'on va pouvoir placer un peu partout, des poulets aussi qu'on va pouvoir placer un peu plus loin, des fantômes qu'on va placer à des endroits stratégiques. On peut très bien aussi sélectionner plusieurs pièces en maintenant CTRL enfoncé et en faisant CTRL-C pour les copier et CTRL-V pour les coller. Et maintenant, on peut les déplacer où on veut. Et ouais, moi, je vais les déplacer ici. On va déplacer un peu le fantôme. Et maintenant, on peut tout simplement créer des niveaux ainsi. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Dans le prochain épisode, nous nous attarderons sur les animations et sur l'apparition d'un ennemi derrière nous. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du tutoriel. Ciao!